aujourd'hui, dans une société globalisée, il faut globaliser aussi les études. On ne peut plus faire comme dans le temps, rester sur un point particulier. Aujourd'hui, et c'est ce qu'on peut critiquer aux journalistes de plateau, les journalistes mainstream, ils n'ont pas une vision globale. Ce qui nous caractérise, nous, on va dire chercheurs indépendants, internautes indépendants, parce que aujourd'hui, grâce aux outils d'information que nous avons, on arrive à ouvrir. L'une des autres possibilités de l'investissement de Descroix-Vernier dans les carpes et les brochets, eh bien, c'est un élément tout à fait caractéristique et physique de ces poissons, c'est qu'ils ont une vessie natatoire. Alors là, vous dire vraiment, on est encore plus dans le détail. Eh bien, cette vessie natatoire, elle intéresse énormément les cartels mexicains. Les cartels de la drogue mexicains sont énormément intéressés par cette vessie natatoire. Et pourquoi sont-elles intéressées? Parce que cette vessie natatoire se vend et s'appelle la cocaïne de la mer. Voilà. Alors, étonnamment, c'est la cocaïne de la mer qui se vend en Chine sur des tarifs à 15 000 € du kilo. Alors vous imaginez, on était avec les pâtes, avec Barilla et Lustucru, on n'est pas du tout sur des tarifs à 15 000 € le kilo. 15 000 € le kilo, on est encore inférieur évidemment aux tarifs de la cocaïne ou de l'héroïne, très largement inférieur, mais on reste sur des revenus qui sont extrêmement confortables et surtout qui ne sont pas risqués parce que même s'il y a des pressions, ce marché est légal. Et pourquoi se vend-il à ce prix en Chine? Eh bien uniquement parce que vous savez, les Chinois sont très sensibles à leur médecine et l'un des aspects de leur médecine, c'est le côté aphrodisiaque. Voilà. Et donc, en fait, cette vessie natatoire de carpe, notamment, en fait, elle apparaît dans l'un des plus grands trafics qui entraîne aujourd'hui des pressions sur les populations de poissons, à tel point qu'il pourrait y avoir donc des législations pour interdire ce trafic à travers le monde. Mais aujourd'hui, il est extrêmement juteux. Alors, c'est le deuxième point. Et est-ce que Descroix-Vernier a des actions dans ce commerce? Parce que là, je commence à voir enfin le rapprochement. Je vois bien dans votre pensée circulaire comment on commence avec l'Internet, le Minitel Rose, et puis par un détour, on revient à quelque chose qui est lié à l'aphrodisiaque. Pourquoi pas, et puis au Golden Glaoui. Oui, évidemment, là, on pourrait éventuellement faire un lien. Mais déjà, est-ce que Descroix-Vernier, si vous avez des éléments tendant à démontrer que Descroix-Vernier s'intéresse à ce commerce? En fait, je ne sais pas s'il s'intéresse à ce commerce. Simplement, autour de ce commerce, il y a ça. Et lui, il a investi dans l'élevage de carpes. Donc voilà. Et comme je sais qu'il n'investit pas du tout au hasard, c'est des sujets qui sont intéressants. Un autre élément, on appelle ça des coproduits, Nicolas. Quand on a un élément, en fait, vous voyez, c'est la carpe. La carpe, on la mange, et puis il y a des coproduits. Anciennement, c'était des déchets, et aujourd'hui, c'est des coproduits. Parmi les coproduits liés à la carpe, et là, on va avoir le lien direct avec notre affaire. Il y a un élément auquel on ne pense pas, mais pensez bien que les mafias, elles pensent à ceux que l'on ne pense pas pour faire de l'argent. Pensez surtout bien à cela. C'est dans ces interstices qu'elle se positionne. Et donc la carpe, elle a la caractéristique non seulement d'avoir une vessie natatoire, mais d'avoir une peau extrêmement résistante. Et en fait, avec cette peau, on fait du cuir de poisson. Voilà. Alors là, ça peut aussi vous paraître tout à fait étonnant pour dire mais qu'est-ce qu'il me raconte, David Pliquet? On fait du cuir de poisson. Et dans ma curiosité, j'ai été, voir qui étaient les utilisateurs de ce cuir de poisson en France. Cuir de poisson qui, et vous le retrouverez facilement, est très lié à l'investissement de Descroix-Vernier, parce que la société qui est positionnée dans la même ville et qui porte quasiment le même nom et qui fait du cuir de poisson, elle est à toute proximité de l'investissement de Descroix-Vernier dans ce domaine. Et donc, ceux qui utilisent ce cuir de poisson, étonnamment, il y en a très peu. Et il y a une société à Brest qui l'utilise. Et le dirigeant de cette société, n'est ni plus ni moins qu'un Depertuis de Laïvaux. Eh oui, je vois bien votre surprise. Vous dites, mais pourquoi il me parle de cuir de poisson? En fait, parce que à Brest, alors Brest, je connais bien, parce que c'est à quelques kilomètres de chez moi, vous savez bien, vous avez donc Arnaud Depertuis de Laïvaux qui exploite ce matériau.
Alors, est-ce le cousin, est-ce le neveu, est-ce le frère de Pierre Pertuis de Laïvaux, mari de Bénédicte de Pertuis? Eh bien, écoutez, là aussi, je vous laisse chercher, mais en fait, en continuant la recherche, on va tomber sur, comment dire, le patriarche de cette famille, et le patriarche de cette famille s'appelle Jacques de Pertuis de Laïvaux. Voilà. Et Jacques de Pertuis de Laïvaux, ben, ce n'est pas n'importe qui, effectivement. Il a fait l'ENA, hein, il a fait donc l'École nationale d'administration, vous connaissez Pas un bien crime. Nicolas, Pas un et crime. c'était pas un crime bien sûr, et il l'a fait en 53 cette école, et il avait comme comment dire collègue de promotion un certain Robert Pandreau. Alors vous Hein. connaissez Robert Pandreau, j'imagine que c'est un nom qui ne vous est pas inconnu. Gaulliste, en tant que gaulliste, je ne suis pas, il ne m'est pas inconnu, évidemment. Voilà, voilà, je vous taquine Secrétaire sûrement d'État avec le à la gaullisme. sécurité de Charles Pasqua entre 86 et 88 lors de la première cohabitation. J'étais tout jeune. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, la carpe, hein, suivre la carpe, eh ben, nous a amené à Brest et nous a amené dans le commerce du cuir. Et dans le commerce du cuir, nous avons trouvé, et nous n'irons pas plus loin, mais il y a d'autres choses à trouver. Je ne vais pas ouvrir cette parenthèse. Nous avons trouvé Arnaud de Pertuis de Laïvaux. Alors là-dessus, la famille de Laïvaux nous a offert un petit toast, hein, on va dire que c'est un petit toast de poisson, et surtout, elle nous a permis de découvrir le mari, Pierre de Pertuis. Voilà. Et Pierre de Pertuis, ben, en fait, il va mériter toute notre attention, et finalement, c'est lui qui va nous guider, hein, ça va être le poisson qui va nous guider vers la grosse prise, parce que nous retrouvons ce Pierre de Pertuis, et Alors, on il n'y a rappelle, pas si vous voulez bien, d'ambiguïté. juste un instant, je vous arrête dans votre élan, et je sais que c'est pas simple, mais je vous arrête juste dans votre élan pour rappeler, pour ceux qui en plus arrivent en cours de live, donc Pierre de Pertuis de Laïvaux, c'est donc l'époux de Madame Bénédicte de Pertuis, qui est le juge, qui en première instance au tribunal de commerce, qui a été longtemps juge aux affaires familiales dans cette bonne ville du Havre, puis juge aux enfants aussi au tribunal de Paris, eh bien, c'est l'épouse. Et on rappelle, c'est le moment où je rappelle que cette société qui a changé de nom le 3 mars, fort opportunément, je suis désolé de le dire, quelques 28 jours, jour pour jour, 4 semaines après, avant la date le rendu du procès, pardon. Hein. Voilà, donc là, on peut s'imaginer un certain nombre de choses pour essayer de, allez hop, certaines pistes qu'on effacerait, choses qu'on ne pourrait pas, quelqu'un venant éventuellement, évidemment, à avoir une notoriété publique. Bon, bah, dans ces cas-là, on sait bien ce qu'on fait. Hein, si il y a des petites choses dont on n'a pas envie spécialement que cela sorte sur l'espace public. En tous les cas, je ne dis pas que c'est le cas, je dis que je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Ce qui ne veut pas dire que j'accuse en quoi que ce soit. Je ne peux pas m'empêcher de faire ce rapprochement. Et donc, je le rappelle, il change de nom de société. Golden Glaoui, qui n'est donc pas la société des Croix-Vernier, on y revient, mais néanmoins une société, il n'y en a pas beaucoup des Golden Glaoui en société civile en France, croyez-moi, eh bien, change de nom pour le nom que vous avez donné. Et la co-gérante qui est Madame la juge. Alors moi, je n'irai pas sur des éléments d'accusation éventuels, comme certains ont peut-être pu le faire sur les réseaux, à savoir est-ce qu'un juge peut ou pas être co-gérante, hein, parce qu'en plus, c'est pas co-actionnaire, co-gérante, hein, de la société civile. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce qu'elle peut l'être ou pas? Ça, j'avoue que chacun ses statuts dans la fonction publique. Je n'en sais rien. Et j'avoue que ce sujet est un sujet intéressant. Si certains veulent s'en emparer, ils le peuvent. Mais en tout cas, ce n'est pas sur cet aspect-là des choses que nous allons continuer le développement, mon cher David. Et je vous rends la parole après avoir rappelé tout ce résumé pour que vous puissiez repartir sur d'excellentes bases.